L'homme n'a pas inventé les médicaments. Dieu l'a fait. Les remèdes pour soigner nos maux existent depuis toujours dans la création. L'homme n'a fait que s'en inspirer et les synthétiser pour pouvoir en produire de grandes quantités et en des doses plus concentrées. Qu'est-ce qu'un médicament ? Un médicament est une substance ou une préparation administrée en vue de traiter ou de prévenir une maladie ou encore de restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques. Le médicament ou le remède est donc une réponse, la solution à un problème. Si on imagine que c'est l'évolution, donc rien, qui a fait les choses, que les choses se seraient auto-créées toutes seules, il faudrait croire alors que le hasard serait en fait organisé pour faire à chaque fois des choses cohérentes, donc il ne serait plus un hasard. Si l'on vous disait que le Doliprane s'était auto-créé tout seul, qu'il avait évolué jusqu'à devenir le cachet blanc que nous connaissons aujourd'hui, y croiriez-vous ? Évidemment que non. Le Doliprane et le paracétamol qu'il contient a été pensé, conçu et élaboré de manière organisée dans des laboratoires par des scientifiques, par des intelligences humaines, par des créateurs. Mais il faut savoir que les molécules antalgiques, qui diminuent la douleur, et antipyrétiques, qui diminuent la fièvre, existaient bien avant le paracétamol, dans la nature, et ça depuis toujours. L'homme n'a fait que synthétiser chimiquement ces molécules pour les doser de telle ou telle manière et pour en produire de grandes quantités pour les grandes populations d'aujourd'hui. L'homme moderne affirme, par la théorie de l'évolution, que ces molécules médicinales présentes dans la nature n'ont pas été élaborées par une intelligence, mais qu'elles résultent de multiples coups de chance à répétition et de création spontanée, c'est-à-dire en gros apparues un peu comme par magie. La théorie de l'évolution implique des séries d'apparitions chaotiques de matière, survenues par hasard, qui se mettraient par pure coïncidence à s'assembler avec d'autres morceaux de matière apparus par hasard elles aussi, et à produire des choses parfaitement organisées, fonctionnelles, vivantes et animées. Sans bien sûr qu'il n'y ait aucune intelligence derrière cette organisation, ni aucune construction organisée dans aucun but. L'organisation que l'on observe absolument partout ne serait dans la théorie de l'évolution qu'une suite de coïncidences aléatoires, fortuites et sans auteur. Or, jamais de telles choses n'ont été concrètement observées. On m'objectera qu'on a observé l'évolution au sein du vivant. Mais ce qu'on a observé, c'est de l'adaptation, pas de l'évolution. C'est-à-dire qu'on n'a jamais observé de changement d'espèce. L'adaptation est une chose que l'on observe concrètement, et elle n'est remise en cause par personne, car c'est un fait. Le vivant a la capacité de s'adapter à son environnement, voire même de développer des facultés endormies en fonction de son milieu, ou encore d'endormir des fonctions devenues inutiles. Par exemple, les saumons subissent des modifications anatomiques, selon qu'ils soient dans l'eau salée de mer ou dans l'eau douce, ce qui leur permet de supporter le changement de salinité. Et ces modifications sont réversibles, puisque les individus reviennent se reproduire en eau douce chaque année. Ces modifications sont des adaptations aux changements environnementaux qu'ils subissent, et ces adaptations sont prévues dans leur ADN. Les saumons ne font que les réveiller. L'homme peut subir des modifications cutanées en bronzant. Des callosités peuvent se former sur les doigts des guitaristes. Les oiseaux muent, les reptiles aussi, les virus mutent, l'estomac s'adapte à une nouvelle alimentation, etc. Quand je parle d'évolution ici, je parle donc bien de l'évolution des espèces, pas de l'adaptation. Je parle donc de la théorie de la transformation d'espèces en d'autres au fil de millions d'années, de l'évolution du mollusque au poisson, du poisson au reptile, du dinosaure à l'oiseau, et plus précisément dans cette vidéo, des algues aux roses ou encore des fougères aux bananiers, par apparition d'organes et de fonctions entièrement nouvelles, qui n'ont aucun antécédent dans l'espèce. Les évolutionnistes crieront qu'il n'y a pas de transformation d'espèces en d'autres dans la théorie de l'évolution, seulement le partage d'ancêtres communs. Je connais votre rhétorique, bande de petits malins. Cependant, si il y a bien transformation, car vous soutenez l'idée que l'ancêtre de tout le vivant est un organisme monocellulaire nommé Luca, qui aurait engendré toutes les autres espèces vivantes, donc les bactéries, les poissons, les reptiles, les dinosaures, les oiseaux, les plantes, les mammifères et vous.
et tout cela par un nombre de coups de chance et de coïncidences dignes d'un super miracle. Dans la nature, les coïncidences peuvent se produire une fois. À partir de 2 fois déjà, on peut douter de l'option du hasard. 3 fois, on ne peut plus en douter. Et à partir d'un certain nombre de coïncidences, soutenir qu'il s'agit de hasard, c'est ou bien refuser de voir l'évidence en usant de mauvaise foi, ou bien être inapte à la raison. Car les synchronismes répétés sont le fruit d'une organisation, d'une intention, d'une volonté, c'est indéniable et observable tous les jours, et tout le monde le sait. Par exemple, si vous trouvez une pièce de 2 € par terre, 2 fois de suite, à 2 mètres d'intervalle, vous pourrez vous dire que c'est une coïncidence, et encore. Mais si vous trouvez une pièce de 2 € tous les 2 mètres sur 2 kilomètres, vous ne pourrez plus conclure que c'est une coïncidence. Vous allez conclure logiquement que quelqu'un les a placés comme ça, dans un but précis. Parce que le hasard ne produit pas d'organisation, et vous le savez. Regardez cette vidéo. Pensez-vous que le hasard est responsable de ce tri organisé ? Je sais que vous ne croyez pas une seconde que le hasard puisse faire cela. Pourtant, si vous croyez à la théorie de l'évolution, vous êtes censé croire que le hasard peut être responsable d'une telle coordination. Mais plus encore, vous êtes censé croire que de tels phénomènes dans la nature sont courants, quotidiens et qu'ils se produisent à des échelles infiniment plus grandes et aussi infiniment plus petites jusqu'à produire la vie et tout ce qu'elle permet. Cette vidéo est une simulation informatique. Dans la réalité, cette situation n'existe pas car le chaos n'est pas capable de planifier un tri selon des critères choisis. Le hasard est incapable d'ordre et d'intelligence. Si vous y avez cru, c'est que la théorie de l'évolution a eu trop d'impact sur vous car cela n'existe pas. Maintenant, sachant cela, comment expliquer de façon réaliste l'apparition d'un remède par le hasard et le chaos, sachant qu'un remède curatif est infiniment plus complexe que ce jeu de boules aux 7 couleurs. Un remède naturel, comestible et parfaitement adapté au mal qu'il doit guérir, qui arrive à l'existence par hasard, serait aussi probable que si ce jeu de boules se mettait en place tout seul, dans la nature, avec 300 000 couleurs de boules différentes, sachant que les balles, les couleurs, la cage et les obstacles seraient apparus par hasard au milieu d'un désert, lui-même apparu par hasard à partir de rien. Pensez que le hasard aurait pu créer l'immense variété de remèdes naturels de toutes sortes, adaptés aux multiples maux et douleurs qui existent chez l'être vivant, c'est une véritable prouesse de foi. Vous trouvez que croire en Dieu c'est fou ? Mais croire en l'évolution relève de la psychiatrie, car il faut croire qu'il serait possible au hasard, donc au néant, donc à rien déjà de créer quelque chose, et une fois qu'on a validé que de rien puisse naître quelque chose, il faut imaginer que les créations du rien seraient infiniment complexes, des constructions assemblées à la perfection par rien du tout. Croire en cela, c'est comme croire que des grilles de mots fléchés force 100 de la taille d'un stade de foot avec des énigmes ingénieuses, de mots parfaitement imbriqués les uns avec les autres dans plusieurs langues différentes, puissent apparaître comme ça, de rien, et cela des millions de fois, et parfait à chaque fois. Ce qui est drôle, c'est que dans le cas des Crop Circle, ces dessins géants qui apparaissent à divers endroits de la planète sans explication, personne n'a jamais émis l'hypothèse qu'ils auraient pu apparaître par l'évolution ou par hasard. Tout le monde sait, par bon sens, grâce à la raison, que ces dessins ont un auteur intelligent, et tous cherchent l'auteur de ces dessins. Personne n'attribue leur conception à l'évolution et au hasard. Et pourtant les évolutionnistes font croire aux gens que des systèmes infiniment plus complexes qu'un dessin sur le sol pourraient, eux, apparaître par hasard, sans aucune intervention intelligente. C'est une véritable folie. Mais revenons-en à notre sujet. Le monde regorge de remèdes naturels, savamment répartis sur la terre. La nature est une véritable pharmacie à ciel ouvert, dans les plantes, dans les minéraux, dans les champignons, dans les produits animaux, dans les substances maritimes, par la fermentation, etc. Et chacun de ces domaines propose des centaines, voire des milliers de remèdes différents, chacun étant parfaitement adapté à un mal précis. Rendez-vous compte, nous pourrions vivre dans un monde hostile où quand il nous arrive un mal, il n'existe aucun moyen de le soigner ou de le soulager. Si le monde de l'évolution existait, il serait d'ailleurs comme cela,
totalement hostile à cause de son absence totale de bienveillance envers le vivant, puisqu'il serait une erreur non désirée, et à cause de son absence totale de cohérence, puisque ce monde serait le fruit du hasard. Or, nous constatons une bienveillance inouïe dans le monde qui nous entoure, un monde où nous pouvons nous soigner, où nous avons accès à une diversité de nourriture fantastique, à de l'eau, et à des tas de remèdes de toutes sortes qui nous sont facilement accessibles, adaptés à notre taille, cultivables, comestibles, bons, beaux et parfaitement adaptés aux maux, aux douleurs et aux diverses maladies que nous pouvons contracter. Il est donc raisonnable de constater que toutes ces nourritures qui sont bénéfiques aux êtres vivants ont été intentionnellement conçues ainsi pour eux. C'est ce qu'on va constater avec la liste non exhaustive de remèdes naturels que je vais vous présenter. Tous ces remèdes et médicaments ont une ou des fonctions extrêmement précises qui répondent à des besoins et à des problèmes extrêmement précis. Et nous allons voir pourquoi il n'est pas possible que ces solutions naturelles soient le résultat fortuit de séries d'événements hasardeux, imprévus, involontaires et chaotiques, sans cause, sans but et sans concepteur intelligent. Commençons avec un antibiotique naturel, l'ail. L'ail possède des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-hypertenseurs, mais également des effets favorables sur le glucose et le cholestérol sanguin. Mais nous nous limiterons ici à analyser ses propriétés antibiotiques. L'ail frais, lorsqu'il est épluché ou broyé, produit de l'allicine, une molécule aux propriétés antibiotiques reconnues. L'allicine possède également une action inhibitrice sur les tumeurs, d'où sa réputation d'anticancéreux, et elle est également antivirale. L'allicine est un principe actif de l'ail fraîchement coupé. Il est issu de la transformation enzymatique de deux composants présents dans l'ail, l'alliine et l'alliinase. En écrasant une gousse d'ail crue, l'alliine et l'alliinase se mélangent et forment l'allicine. C'est d'ailleurs cette molécule qui donne cette odeur forte et particulière à l'ail. Abordons l'aspect antibiotique de l'allicine. D'abord, qu'est-ce qu'un antibiotique ? Un antibiotique est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries à l'intérieur du corps. Les antibiotiques servent à combattre les maladies infectieuses comme les pneumonies, bronchites, otites, méningites, infections urinaires, etc. Lorsque la substance est utilisée de manière externe pour tuer la bactérie par contact, on ne parle pas d'antibiotique mais d'antiseptique. Zoomons sur les antibiotiques. Les antibiotiques sont des micromolécules appelées principes actifs et il y en a de toutes sortes. Les molécules antibiotiques agissent de manière spécifique sur les bactéries en bloquant des étapes essentielles de leur développement, en bloquant la fabrication de leurs parois, ce qui fragilise fortement l'enveloppe externe des bactéries qui deviennent par conséquent très sensibles à des stress extérieurs. Sans cette paroi, elles sont vulnérables et ne peuvent pas survivre dans leur environnement. Ou encore en bloquant l'activité de l'ADN des bactéries ennemies, en bloquant la production des protéines ou encore en bloquant leur production d'énergie. Les molécules antibiotiques étant 1000 à 10 000 fois plus petites que les bactéries peuvent pénétrer facilement en elles pour les détruire de l'intérieur. Ces holocaustes bactériens ont lieu grâce à des sens et des moyens d'action uniques des molécules antibiotiques, puisqu'elles n'ont pas d'yeux, pas de vue, pas de main, ni pas de cerveau pour réfléchir et pour agir. Les molécules antibiotiques d'allicine se déplacent dans le corps à travers les fluides corporels et s'attaquent spécifiquement aux bactéries, provoquant des perturbations dans les membranes bactériennes en créant des fuites et des dommages. L'allicine peut bloquer le fonctionnement de certaines protéines importantes pour les bactéries en s'attachant à des parties spécifiques de ces protéines. Les protéines humaines sont souvent différentes de celles des bactéries, donc l'allicine affecte moins notre corps. Son action est encore plus ciblée sur les parties spécifiques des protéines dans les bactéries, appelées groupes thiol. Les groupes thiol sont essentiels pour la fonction de nombreuses protéines, y compris les enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN, la respiration cellulaire et d'autres processus vitaux. En se liant à ces groupes thiol, l'allicine modifie les protéines essentielles des bactéries,
comme par exemple les protéines impliquées dans la construction de leurs parois cellulaires ou de leur métabolisme. En se liant au groupe thiol, qui sont des parties spécifiques des protéines, les molécules antibiotiques ont accès à la source même de l'information du code qui structure la biologie de la bactérie. Et ces molécules antibiotiques peuvent modifier ce code et détruire leur fonctionnement de l'intérieur, exactement comme un pirate informatique va se lier à un programme pour détruire son fonctionnement en modifiant le code. Cette modification empêche les protéines de fonctionner correctement, ce qui perturbe des processus vitaux dans les bactéries, les rendant incapables de survivre ou de se multiplier. Certaines bactéries ont des enzymes antioxydantes, c'est-à-dire des sortes de boucliers qui les protègent contre le stress oxydatif. Mais l'allicine peut inhiber ces enzymes, ce qui va affaiblir davantage les bactéries. L'allicine peut également affecter des enzymes impliquées dans le métabolisme énergétique, perturbant la capacité des bactéries à produire de l'énergie. Nous avons donc ici une action précise et ciblée. Les molécules antibiotiques sont donc conçues pour combattre les bactéries. Elles savent les repérer et les trouver sans se faire arrêter par les anticorps. Elles savent comment elles sont conçues et elles savent comment les attaquer et les éradiquer. Les molécules antibiotiques sont faites pour ça. Elles sont la réponse adaptée aux problèmes des infections bactériennes. C'est cohérent, organisé et adapté. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Quand je vous parlais des pièces de 2 € qui sont le signe qu'une organisation est derrière, en partant de la même logique, penser qu'une telle action se soit mise en marche par hasard n'est pas normal. Il est impossible de croire raisonnablement que des mécanismes aussi spécifiques et ciblés se soient auto-créés tout seuls. Mais imaginons quand même l'hypothèse de son évolution. Il faut imaginer que le principe complexe et minutieux de l'antibiotique aurait pu s'auto-créer tout seul. Il faut d'abord imaginer que l'existence de la molécule d'allicine soit l'heureux résultat de multiples mutations aléatoires. Ensuite, il faut imaginer que par un autre heureux hasard, les antibiotiques seraient le parfait remède pour les maladies bactériennes des êtres vivants. Que par un autre heureux hasard, ces antibiotiques seraient apparus, à portée de leurs mains, que par hasard ils soient comestibles, faciles à prendre, et, petit plus, qu'ils soient bons. Ça fait beaucoup de nuances de couleurs dans le jeu de boules. Mais allons plus loin. Selon les évolutionnistes, les armées de molécules antibiotiques présentes dans les substances qui les hébergent auraient aussi des ancêtres, puisqu'elles auraient évolué. Puisqu'on parle bien d'évolution des espèces, il faut imaginer des ancêtres, et des ancêtres d'autres espèces moins évoluées, comme des atomes simples par exemple, des atomes sans fonction, qui ne faisaient que tourner très lentement en rond sur eux-mêmes pendant quelques millions d'années, ou autre chose. Alors, il faut imaginer que ces atomes auraient acquis la faculté de combattre les germes et les mauvaises bactéries pour une raison de survie, ou encore par pur hasard, ou par de multiples mutations hasardeuses, bien cohérentes, qu'ils se soient métamorphosés. Est-ce qu'ils auraient alors appris à se battre, ou est-ce que des mutations aléatoires les auraient brutalement métamorphosés en molécules antibiotiques en leur glissant une disquette de combat dans leur métabolisme ? C'est impossible. Une mutation génétique n'apprend pas une discipline. Elle peut seulement provoquer un changement physique. Mais allez, admettons. Les ancêtres des antibiotiques auraient donc dû apprendre à bloquer la production des protéines des bactéries, dont ils ignoraient l'existence puisqu'ils étaient occupés à tourner sur eux-mêmes pendant les 10 derniers millions d'années. Imaginons alors qu'ils seraient devenus mi-atomes, mi-molécules, par une mutation brutale, et qu'ils auraient commencé à vouloir faire quelque chose pour une raison qui leur était propre. Et ces atomes mutants auraient choisi de devenir des antibiotiques. Il leur aurait donc fallu trouver une raison pour cibler les bactéries, apprendre à les combattre et donc à les reconnaître, et apprendre à se déplacer dans le corps humain à travers les fluides corporels, sans être repérés et considérés comme des ennemis par les anticorps. Il faut un professeur pour apprendre, donc forcément un des atomes mutants plus avancés que les autres. Il faut donc imaginer que l'une ou certaines d'entre elles ont évolué avant les autres pour partir en éclaireur et guider les autres,
car sinon chaque molécule aurait pris son propre chemin évolutif et nous serions faits d'atomes individualistes. Et l'apprentissage aurait bien dû passer par un moyen de communication. Or les atomes ne parlent pas. Il faut alors leur imaginer un sens qu'on ignore et qui leur aurait servi pour les leçons. Et on peut imaginer encore bien d'autres bizarreries comme ça. Selon les évolutionnistes, ces molécules vont encore évoluer, et dans quelques millions d'années, elles auront perdu leur fonction antibiotique et auront d'autres fonctions. Elles ne seront plus des molécules, mais peut-être qu'elles deviendront des bactéries à leur tour. À force de les côtoyer, elles chercheront peut-être à les imiter et se transformeront en elles par des mutations hasardeuses et des coups de chance à répétition. Et les humains, ou autres créatures évoluées du futur, n'auront plus accès aux vertus antibiotiques de l'ail, parce que les molécules d'allicine seront devenues des bactéries. En espérant pour ses futurs descendants que ces mutations aléatoires ne leur seront pas catastrophiques, car en effet le résultat des mutations aléatoires chaotiques et involontaires n'est pas garanti. Bon, stop, évidemment que tout cela est absurde. Les molécules responsables de la vertu antibiotique ont leur mission inscrite dans leur instinct naturel, si on peut parler d'instinct pour des molécules. Cet instinct leur dicte d'aller s'attaquer aux bactéries et elles savent précisément ce qu'elles doivent faire et comment le faire, car elles ont été conçues et créées comme ça et pour ça. Ces molécules antibiotiques sont conçues dans le but d'empêcher la reproduction des infections bactériennes ou virales. Elles ne font rien d'autre et ne servent à rien d'autre. Dans un processus d'évolution, elles auraient dû finir par faire autre chose au bout de quelques millions de générations, à construire des choses dans leur environnement, par exemple, où elles auraient pu se mettre à évoluer, à grandir, à devenir des petites créatures vivantes qui vivent pour elles-mêmes. Parce qu'à force d'attendre pendant des millions d'années qu'un humain malade vienne se servir d'elles pour combattre les bactéries, elles auraient dû évoluer en autre chose selon la logique évolutionniste, puisque leur principe actif était complètement inutile. Pourtant, depuis plus de 5000 ans, donc depuis des millions de milliards de générations de molécules d'allicine, elle existe toujours et est toujours identique. Pour que l'ancêtre australopithèque devienne un homme, il aurait fallu quelques millions de générations, puisque cela aurait pris quelques millions d'années. Mais pour les molécules d'allicine, des millions de milliards de molécules sont passées depuis 5000 ans et pas la moindre trace d'évolution. Zéro. L'allicine est toujours l'allicine, l'ail est toujours l'ail. On sait que les anciennes civilisations utilisaient déjà la médecine naturelle. On sait d'ailleurs que l'ail faisait partie de la pharmacie des Égyptiens pour ses vertus antibiotiques il y a plus de 5000 ans. L'ail nous prouve donc qu'il n'y a pas eu évolution, puisque l'ail et ses composants n'ont pas changé depuis plus de 5000 ans. Aucune évolution n'a été constatée, alors que le nombre de générations de micro-organismes depuis 5000 ans devrait montrer une évolution. Or, il n'y en a aucune. Zoomons maintenant sur le processus de fabrication de l'allicine dans l'ail. L'allicine qui est contenue dans l'ail et qui est sa molécule antibiotique a une durée de vie très courte, d'une dizaine de minutes à partir de la mastication de l'ail. La conception de cet antibiotique naturel est très ingénieuse. L'allicine est obtenue en écrasant l'ail, grâce au mélange des deux enzymes déjà présentes dans l'ail, l'alliine et l'alliinase. L'allicine créée par ce mélange n'a une durée de vie que de 10 minutes environ. C'est pourquoi il faut la consommer vite pour bénéficier de ses vertus antibactériennes. Le composé d'allicine n'est donc pas présent dans l'ail tant que la chair est intacte, ce qui est une technique de conservation vraiment très ingénieuse. C'est un peu comme pour les poches de glace instantanées ou pour les chaufferettes à main. Vous savez, on exerce une pression, on craque la poche et le craquage provoque du froid ou du chaud à l'intérieur. Le procédé est le même pour l'allicine que pour ces poches. Dans les poches de glace, à l'intérieur du sachet scellé se trouvent deux enveloppes qui, avec la pression, provoquent leur rupture, permettant aux deux liquides, qui sont le nitrate d'ammonium et l'eau, de se mélanger. Le mélange des deux crée une réaction chimique qui provoque un froid instantané, et ceci pendant une vingtaine de minutes. Ces packs de glace instantanés n'ont pas évolué et tout le monde sait qu'ils ont un concepteur. C'est évident,
Mais la théorie arriérée de l'évolution nous oblige à le préciser. Personne n'a vu le concepteur de cette invention, personne ne connaît son nom, mais quand on tient sa création dans la main et qu'on s'en sert, on sait bien que quelqu'un l'a conçu. Pourquoi ? Parce que c'est un objet qui a une fonction précise et qui est conçu de façon intelligente et ingénieuse. Il en est exactement pareil de l'ail et de l'alicine. Alors posez-vous la question à vous-même. Pourquoi refuser l'option du concepteur quand il s'agit de ce qu'on trouve dans la nature ? Les packs de glace instantanés ont été imaginés et conçus pour pouvoir déclencher un froid n'importe quand sans avoir à le conserver dans de la glace. Pour l'ail, c'est pareil. C'est un antibiotique à création différée. On a juste à craquer la chair et on a le médicament fraîchement produit, sans aucune conservation. Alors que pour un antibiotique synthétique, il faut que la molécule soit conservée au frais, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et dans un emballage d'origine. Nous avons ici un processus miraculeusement ingénieux de création de médicaments instantanés. Il faut énormément d'imagination et beaucoup de foi en l'évolutionnisme pour réussir à croire que cette invention n'en est pas une. Ou bien, chers évolutionnistes, soyez cohérents, faites comme vous le faites avec Dieu, retirez les droits d'auteur sur l'invention au créateur de ces poches de glace au nom de l'évolutionnisme, parce qu'après tout, cela aurait très bien pu se faire tout seul dans la nature. Si vous souhaitez utiliser l'ail comme remède, renseignez-vous bien avant, car l'ail peut interagir avec certains médicaments et peut provoquer des irritations s'il est mal utilisé en externe. Passons à l'analgésique, antidouleur externe. Remède, le camphre. Le camphre est un extrait d'écorce de l'arbre camphrier. Il est antiseptique, anti-inflammatoire et analgésique. Autant de propriétés qui, en plus du fait qu'il stimule la circulation sanguine, en font un excellent allié pour stimuler et décontracter les muscles et les tendons. Mais limitons-nous à sa fonction analgésique. Analgésique par sensation de froid. Le camphre possède la faculté de manipuler artificiellement les récepteurs au froid présents sur notre peau. Il existe deux sortes de récepteurs thermiques dans la peau. Les récepteurs spécialisés dans la détection de la température froide, les corpuscules de Krause, et les récepteurs spécialisés dans la détection de la température chaude, les corpuscules de Ruffini. L'action du camphre agit principalement sur les récepteurs de Krause, donc de froid. Ces thermorécepteurs sont sensibles aux températures fraîches et s'activent lorsque la température de la peau baisse. Quand ces récepteurs thermiques détectent du froid, ils s'ouvrent, et en s'ouvrant, ils activent les neurones sensoriels sous la peau, qui vont par conséquent générer des signaux électriques appelés potentiels d'action, ce qui veut dire froid. Ces signaux électriques sont transmis le long des nerfs sensoriels au ganglion spinal, une structure située à l'extérieur de la moelle épinière. Les signaux entrent ensuite dans la moelle épinière et y font une première escale. Ils sont ensuite relayés par d'autres neurones. Les signaux continuent leur chemin en montant dans une voie nerveuse appelée le tractus spinothalamique vers le cerveau. Ces signaux sont ensuite interprétés par le cerveau comme une sensation de froid, qui est perçue comme agréable et rafraîchissante et qui soulage la douleur grâce à la sécrétion d'un antidouleur naturel produit par notre propre cerveau, l'endorphine, une hormone que le cerveau envoie au corps pour bloquer les signaux de douleur et procurer une sensation d'apaisement. Mais en plus de procurer une sensation agréable envoyée au corps par le cerveau, le froid a plusieurs autres vertus plus directes. Le froid appliqué directement sur la peau réduit les inflammations en faisant se contracter les vaisseaux sanguins qui se resserrent pour réduire la circulation sanguine vers la surface de la peau, ce qui permet de conserver la chaleur dans le corps et d'éviter une perte excessive de chaleur. Le froid limite aussi la libération de substances inflammatoires en ralentissant l'activité des cellules dans la zone touchée. Le froid engourdit également les terminaisons nerveuses, ce qui réduit la sensation de douleur. C'est pourquoi la glace est recommandée en cas d'inflammation musculaire ou en cas de maux de tête. Mais venons-en au camphre. Le camphre est un composé organique
qui peut offrir au corps du froid, mais sans froid, donc sans besoin de frigo, de congélateur ou d'électricité, ce qui est très pratique si l'on vit dans des zones chaudes et qu'on n'a pas de glace à disposition. D'ailleurs, son emplacement n'a pas été choisi par hasard, il ne pousse que dans les régions chaudes et humides, là où le froid se fait rare. Cet antidouleur naturel est très astucieux, car bien qu'il n'apporte pas réellement de froid, il limite ses effets en activant certains récepteurs sensoriels de la peau, ce qui déclenche des fonctions spécifiques dans le cerveau pour soulager la douleur. Le camphre a en effet une faculté étonnante de pouvoir prendre temporairement le contrôle des récepteurs sensoriels de la peau, plus précisément des récepteurs thermiques de Krause qui sont sensibles au froid. Grâce à ses propriétés chimiques, le camphre est capable de déclencher artificiellement une réaction sensorielle. En d'autres termes, le camphre est capable de se déguiser en froid pour duper les récepteurs de Krause. En entrant en contact avec ces récepteurs thermiques, qui sont comme des canaux qui s'étendent à travers le système nerveux jusqu'au cerveau, comme je vous l'ai expliqué juste avant, le camphre va pouvoir pirater le canal en se fixant à ces récepteurs, ce qui modifie leur fonctionnement, comme si le camphre appuyait sur un bouton normalement activé uniquement par le froid, mais qui ici peut être déclenché par lui. Le fait d'activer les récepteurs va déclencher leur fonction de détection, ouvrir les canaux, activer les neurones sensoriels qui vont par conséquent transmettre jusqu'au cerveau les potentiels d'action, donc le froid. Le camphre agit exactement comme un faussaire, par exemple un faussaire de carte bleue, qui serait capable pour duper votre banquier et obtenir de l'argent, de faire une imitation parfaite de votre carte bancaire, avec ses données et sa puce électronique, reliée directement à votre banque quand vous la mettez dans le lecteur, et qui aurait réussi à connaître votre code confidentiel. Une fois la carte insérée et le code saisi, les canaux s'ouvrent jusqu'à la banque pour libérer l'argent. Le camphre a donc la faculté de prendre le contrôle d'une partie de notre corps en manipulant notre cerveau, le poussant à sécréter des endorphines grâce à la simulation de froid auprès des récepteurs de Krause. Le camphre va ainsi déclencher la libération de l'analgésique naturel qui est dans notre propre cerveau, l'endorphine. Mais les vertus du camphre ne s'arrêtent pas là, car il limite les vertus du froid. Le camphre possède aussi un effet vasoconstricteur, ce qui signifie qu'il provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui va réduire le flux sanguin dans la zone où il est appliqué, et ce qui va contribuer à diminuer l'enflure et la rougeur associées à l'inflammation. Tout cela se produit sans intervention réelle du froid, uniquement grâce au camphre qui parvient à activer les récepteurs thermiques pour qu'ils déclenchent la sensation de froid et envoient ce signal au cerveau. Et le camphre agit seulement sur les récepteurs thermiques. Il n'active pas d'autres fonctions. Il exerce une action ciblée, comme un thermomètre est conçu pour réagir aux températures et pas à autre chose. Comment est-il possible de croire qu'une substance aussi ingénieuse et aussi ciblée que le camphre soit le fruit de l'évolution ? Essayons d'imaginer un scénario. Pour cela, nous allons devoir nous attarder un peu sur l'histoire de l'évolution des plantes à fleurs, car le camphre est issu d'un arbre à fleurs. Les évolutionnistes ont une histoire évolutive à ce sujet, alors nous allons l'étudier. Il faut bien sûr savoir que dans le scénario évolutionniste, on part de zéro, car le camphre vient du camphrier, qui est un arbre à fleurs, et dans le scénario de l'évolution, les fleurs et les arbres à fleurs seraient apparus sur la Terre il y a seulement 140 millions d'années. Avant cela, ils n'existaient pas. Les plantes à fleurs sont des angiospermes, c'est-à-dire qu'elles ont leurs graines dans un fruit, le fruit étant l'ovaire de la fleur. Les ancêtres des plantes à fleurs seraient dans le scénario évolutif les gymnospermes, qui sont des plantes à graines nues, comme les sapins, les séquoias, qui seraient eux-mêmes des descendants des ptéridophytes, comme les fougères, qui sont des plantes qui se reproduisent principalement par spores plutôt que par graines. Il aurait donc fallu que de la matière et des fonctions entièrement nouvelles apparaissent comme ça à partir de rien. Les évolutionnistes diront que non, pas à partir de rien, ces choses auraient évolué à partir des gymnospermes.
Ah bon ? Mais à partir de quoi des gymnospermes ? À partir de quoi la délicate matière d'un pétale aurait bien pu évoluer ? Cette matière n'existe que chez les fleurs. Selon la théorie de l'évolution, les fleurs auraient évolué des feuilles. Mais attention, les feuilles des gymnospermes sont très différentes des feuilles des angiospermes. Les feuilles des gymnospermes sont des épines, des écailles, des feuilles larges, des feuilles rubanées ou des feuilles plates. Seulement voilà, les fleurs sont des structures complexes qui fonctionnent de manière parfaitement intégrée pour assurer la reproduction des plantes. Leurs différentes parties, les pétales, les étamines, le pistil, etc., dépendent les unes des autres pour que la fleur fonctionne. On en revient toujours à la complexité irréductible selon laquelle des systèmes aussi complexes ne peuvent pas avoir évolué par étapes, car une version incomplète d'une fleur, avec seulement des ébauches de pétales par exemple, n'aurait aucune fonction reproductive viable, donc s'éteindrait en une génération, à moins qu'on imagine la transformation complète d'une feuille en fleur d'un coup, et pour toutes les fleurs pour qu'elles puissent se reproduire, et l'évolution des abeilles d'un coup aussi. Les évolutionnistes citent des fossiles pour soutenir l'idée d'une transition. Mais ces fossiles ne prouvent rien d'autre que l'existence de variétés de plantes éteintes. En faire des espèces transitionnelles de l'évolution, c'est de l'interprétation évolutionnistement orientée. Ils disent que ces formes sont transitionnelles car elles partagent des traits similaires aux angiospermes et aux gymnospermes. Mais aujourd'hui encore, il existe des formes de plantes qui partagent des traits propres aux deux formes. Pourtant, ces formes ne sont pas transitionnelles, mais exceptionnelles. La nature regorge d'exceptions. Par exemple, les ornithorynques ont un bec, mais sont des mammifères. Les oiseaux sont des oiseaux, mais ont des pattes de reptiles. Les baleines sont des mammifères, mais ont des nageoires comme les poissons, etc. Et ces fossiles qu'ils nous montrent comme variétés de transition sont uniques et complètement formés. Il n'existe pas de chaîne de fossiles claire et directe montrant une évolution continue d'une espèce à l'autre, observable et irréfutable entre les plantes sans fleurs et les plantes à fleurs. Les premières plantes à fleurs fossilisées apparaissent soudainement et complètement formées dans les archives fossiles, sans signe évident de transformation intermédiaire lente. Et pour qu'une feuille évolue en fleur, il faudrait une série de mutations successives rigoureusement précises, organisées et coordonnées, et savamment planifiées, qui auraient pour but de créer des fleurs, en procédant intelligemment par étapes. Et il faudrait surtout de la création de matériel génétique nouveau, qui serait sorti du néant, puisque de telles choses n'existaient pas dans la nature avant, selon la théorie de l'évolution. Par exemple le pistil, les sépales, les étamines, les odeurs, etc. D'innombrables éléments à créer de toutes pièces. Les chances qu'une telle chose se produise sont nulles, à part dans le monde des dessins animés. Les évolutionnistes soutiennent que les gènes homéotiques des pétales et des fleurs, qui sont les gènes qui régissent la forme et la position des parties du corps chez les organismes, présentent des similarités avec les gymnospermes. Cependant, cette ressemblance ne prouve pas qu'il y a eu évolution du tout. Elle indique simplement qu'on trouve des ressemblances entre ces gènes, ce qui est courant dans la nature. Par exemple, la souris et la mouche du vinaigre possèdent des gènes homéotiques similaires, de la famille des Hox, qui sont les gènes responsables du développement des segments corporels et de la disposition de l'organisation des structures corporelles. Pourtant, les évolutionnistes n'affirment pas que les souris auraient évolué des mouches. Des scientifiques observent des mutations chez les fleurs, mais elles sont le plus souvent provoquées par l'homme pour obtenir de nouvelles variétés, et jamais ces mutations ne créent de matériel entièrement nouveau, c'est-à-dire d'informations et de matériel sans équivalent précédent dans l'espèce. Les mutations observées sont simplement le résultat de combinaisons génétiques hors normes ou d'anomalies. Les différentes combinaisons de mutations nous permettent d'observer par exemple des variations dans la forme ou le nombre des pétales, dans les couleurs ou dans l'absence de couleurs, des irrégularités ou des asymétries, des différences dans la taille, dans le parfum ou l'apparition de structures anormales,
où les pétales sont remplacés par des organes reproducteurs, etc. On peut même modifier génétiquement la fertilité d'une plante en laboratoire. Mais là, ce qu'on nous demande de croire avec l'évolution, ce ne sont pas de simples mutations génétiques, c'est la création de matériel génétique nouveau à partir de rien et sans intervention extérieure. L'apparition d'organes entièrement nouveaux qui n'avaient pas d'équivalent dans l'ancienne espèce, ni nulle part ailleurs dans la nature. Prenons un sapin, puisque ce serait un des ancêtres des plantes à fleurs, et regardons le nombre d'organes et de fonctions totalement nouvelles que le rien de l'évolution aurait dû créer de toutes pièces à partir de rien, puisque ces choses n'existent que dans les fleurs. L'évolution aurait dû créer de toutes pièces des fruits, des structures dérivées de l'ovaire de la fleur, pas de fruits dans les sapins, des fleurs, structures complexes qui contiennent les organes reproducteurs, pas de fleurs dans les sapins, des sépales qui protègent le bouton floral, pas de sépales dans les sapins, des pétales qui attirent les pollinisateurs, pas de pétales dans les sapins, des étamines, organes reproducteurs mâles, pas d'étamines dans les sapins, l'antère, partie de l'étamine qui produit le pollen, pas d'antère dans les sapins, le filament, tige supportant l'antère, pas de filament dans les sapins, le pistil, partie femelle de la fleur, pas de pistil dans les sapins, les ovaires, partie du pistil contenant les ovules, pas d'ovaires dans les sapins, des ovules qui se développent en graines après la fécondation, pas d'ovules dans les sapins, le stigmate, extrémité du pistil où le pollen se dépose, pas de stigmate dans les sapins, le style, tube qui relie le stigmate à l'ovaire, pas de style dans les sapins, des nectaires, glandes produisant du nectar pour attirer les pollinisateurs, pas de nectaire dans les sapins, des réceptacles, points d'attache des différentes parties de la fleur, pas de réceptacle dans les sapins, des pédoncules, tige qui soutient la fleur, pas de pédoncule dans les sapins, des pigments floraux, ce qui donne la couleur aux fleurs, pas de pigments floraux dans les sapins, des fragrances, huiles essentielles et composés volatiles pour l'odeur, pas de fragrance florale dans les sapins, des substances aromatiques propres à chaque fleur, pas d'arômes floraux dans les sapins, des hormones florales qui régulent le développement des fleurs, pas d'hormones florales dans les sapins, et du camphre, qui provient du bois et des feuilles du camphrier qui est un arbre à fleurs. Voilà donc ce que l'évolution aurait dû créer de toutes pièces pour obtenir du camphre. Et c'est sans parler de tout ce qui compose les fruits des fleurs, c'est-à-dire les fruits et les légumes, la chair du fruit, la saveur du fruit, le parfum du fruit, la peau, le noyau, etc. Tous ces éléments auraient dû être littéralement inventés et créés ex nihilo par rien. Or, ce n'est pas scientifique. En science, on sait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On n'a jamais, absolument jamais rien observé de nouveau, de nouvelles inventions dans la nature, de créations entièrement nouvelles. Ça n'existe pas. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas, comme des nouvelles espèces, le Dumbo octopus par exemple, des nouvelles plantes. Mais ces choses existaient déjà avant qu'on les découvre. Regardez ce que dit cet extrait du livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament de la Bible, écrit entre le 3e et le 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire il y a environ 2500 ans. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois, ceci, c'est nouveau », cela a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. Jamais rien de nouveau sous le soleil n'a été observé, et ça fait un bout de temps qu'on le sait. Les évolutionnistes diront que cela prend des millions d'années pour que du nouveau matériel soit créé, sauf que cela n'a jamais été observé, jamais, ce n'est que de l'imagination. Tout le matériel et toute l'information ont été créés au commencement, à la création, par Dieu, qui seul peut créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Cette expression n'est d'ailleurs utilisée que pour parler de création divine, pas de création au cours de l'évolution. Une autre règle en science dit qu'on ne peut pas utiliser une inconnue pour prouver une autre inconnue. Cette règle
stipule qu'une hypothèse non prouvée ne peut pas être utilisée pour prouver une autre hypothèse non prouvée. En science, les théories et les hypothèses doivent être testées et validées par des preuves empiriques. Utiliser une hypothèse non prouvée pour en justifier une autre conduit à des suppositions non fiables et à des fausses conclusions. C'est comme si quelqu'un vous disait que les voyages dans le temps existent parce que des photos le prouvent, alors qu'on n'a pas de preuve que les photos en question soient de vraies photos. C'est pourtant ce que font les évolutionnistes. Ils utilisent la théorie de l'évolution, qui n'est pas prouvée, qui est une hypothèse, pour prouver l'hypothèse de la création de matériel nouveau par l'évolution. C'est comme affirmer que A est vrai parce que B est vrai, et B est vrai parce que A est vrai. Ça n'a pas de sens et c'est un raisonnement circulaire sans fondement. Et c'est exactement ce que font les évolutionnistes. Ils partent du principe que l'évolution est vraie, et ils en concluent que des organes entièrement nouveaux ont forcément dû apparaître par l'évolution au cours des millions d'années chez les espèces. Mais revenons à notre sujet du camphre. Je pense aussi personnellement que l'odeur forte et unique du camphre, quand on s'en sert souvent, est associée à du bien-être par le cerveau et peut aussi contribuer au soulagement de la douleur. Car le cerveau est un organe que l'on peut apprivoiser et manipuler assez facilement, car il est très crédule si on peut dire ça comme ça. J'ai des petites tendinites chroniques au poignet et parfois des tensions dans le cou et c'est toujours avec du baume du tigre ou de la pommade Saint-Bernard que je me soigne, qui sont des baumes au camphre. J'en mets une bonne quantité sur la zone douloureuse, je fais un bandage pour la nuit ou je mets un foulard et le lendemain en général je n'ai plus aucune douleur. Et si la douleur n'est pas passée en une seule nuit, je le répète plusieurs fois et ça finit par partir. En plus des vertus tangibles du camphre, je sens que mon cerveau associe l'odeur au soulagement de la douleur. Ça ne soigne pas définitivement, mais quand je me fais un bandage au camphre, je sais que je n'aurai plus mal pendant quelques semaines. Certaines autres plantes ont des effets similaires, comme le menthol, l'eucalyptus et le salicylate de méthyle qu'on trouve dans le bouleau ou la gaultérie. L'homme a fabriqué des analgésiques en laboratoire, comme la pommade Saint-Bernard ou le Vicks Vaporub. Ces médicaments sont des produits qui ont été créés à base de camphre, mais avec un autre nom. L'homme moderne n'a rien inventé. D'ailleurs, pour la petite réflexion, le camphre prouve que nous ne pensons pas qu'à travers notre cerveau, car à travers ce phénomène de la manipulation du corps par le camphre, on constate que le cerveau est complètement dupé par son action. Le cerveau croit vraiment qu'il réagit à du froid. Pourtant, nous savons très bien qu'il n'y a pas de froid, ce qui prouve que nous ne pensons pas seulement à travers notre cerveau. L'homme ne fait que s'inspirer de la nature pour créer des médicaments et de nouvelles technologies. D'ailleurs, peut-être que l'homme moderne, qui ne fait en réalité que copier la nature, est en fait jaloux de l'intelligence immense du Créateur et de toutes ces merveilles qu'il a créées et que nous pouvons trouver à profusion dans la nature. C'est peut-être pour cela que l'homme essaye désespérément de nier l'existence du Créateur, en la remplaçant par cette théorie ignoble de l'évolution, qui voudrait nous faire croire que toutes ces technologies naturelles auraient évolué à partir de la boue, qui elle-même viendrait d'on ne sait où, pour s'octroyer les mérites de Dieu.